Cette vidéo est sponsorisée par CyberGhost VPN. Un VPN, c'est un logiciel qui vous permet de changer d'adresse IP et de sécuriser votre navigation Internet. Si vous avez Netflix ou Amazon Prime, il y a plein de séries qui sont bloquées en France. Vous avez juste à changer votre adresse IP avec le VPN et ça vous donne accès à l'intégralité des programmes. Ça déverrouille le contenu de 40 plateformes de streaming en quelques clics. Un VPN, c'est aussi très utile si vous voulez voyager. CyberGhost VPN a des serveurs dans plus de 100 pays, donc en changeant d'adresse IP, vous pouvez facilement trouver des voyages ou des hôtels moins chers. L'autre avantage du VPN, c'est de chiffrer vos données. Si vous utilisez votre ordinateur ou votre téléphone dans un Wi-Fi public, le VPN vous protège des pirates et il vous protège aussi des sites malveillants. Avec l'intelligence artificielle, les pirates ont de nouveaux outils à leur disposition. Et à côté de ça, de plus en plus de gens mettent leurs données personnelles sur leur ordinateur. Donc ça peut être une bonne idée de protéger ces données. CyberGhost VPN, c'est plus de 38 millions d'utilisateurs, plus de 15 ans d'expérience. Et c'est le VPN le plus recommandé sur Trustpilot. Vous pouvez protéger 7 appareils en même temps, que ce soit du Windows, du Mac, une Smart TV ou une console de jeu. Donc vous pouvez partager avec votre famille et vos amis. Si vous êtes intéressé par CyberGhost VPN, je vous mets un lien en description pour obtenir une réduction de 83%, soit 2,03 € par mois, plus 4 mois gratuits. Et en plus de la réduction, vous avez une période d'essai de 45 jours satisfait ou remboursé. Merci à CyberGhost VPN pour le sponsor et c'est parti pour la vidéo. Il y a 5000 ans, il s'est passé quelque chose d'unique à l'échelle de la Terre et peut-être même à l'échelle de notre galaxie. À cette époque, les humains se sont déjà démarqués des autres espèces, mais ils vont passer un cap décisif avec l'invention de l'écriture. Ça va faire exploser notre capacité à transformer, à rationaliser et à produire d'autres inventions. L'écriture marque la fin de la préhistoire et le début de l'Antiquité. Lors d'une bataille en Chine, le général légendaire Guan Yu se prit une flèche empoisonnée dans le bras. Son médecin se rendit compte immédiatement que la blessure était très profonde et qu'il allait falloir opérer jusqu'à l'os pour éviter que le poison ne se répande. Pendant l'opération, Guan Yu continua à manger, à rire et même à jouer au jeu de Go avec ses compagnons admiratifs. En fait, avant l'opération, le médecin avait appliqué sur la plaie un onguent à base de mandragore. La mandragore, ça ressemble à... Non, oui, c'est plutôt ça. C'est une plante qui contient des molécules telles que l'atropine, la scopolamine et l'hyoscyamine. Ça lui donne des propriétés sédatives, anti-inflammatoires et hallucinogènes. D'ailleurs, dès le 5e siècle avant Jésus-Christ, Hippocrate la conseillait pour soigner la dépression. On rapporte aussi que les Scythes, un peuple d'Asie centrale, fumaient du chanvre pour calmer la douleur. En règle générale, pour endormir un peu le patient pendant les opérations chirurgicales, on utilisait en fait des techniques un peu barbares comme la compression de la carotide ou le fameux coup de marteau sur la tête. Les premiers aqueducs ont été localisés en Crète au 2e millénaire avant Jésus-Christ, dans la plus vieille ville d'Europe, Knossos. Les plaines fertiles autour de la ville avaient besoin d'eau et les Minoens se sont lancés dans plusieurs chantiers permettant une irrigation depuis les hauteurs. D'ailleurs, ils avaient également un système de traitement et d'évacuation des eaux usées. Ils avaient déjà ça il y a plus de 3000 ans. Ce sont ensuite les Grecs et surtout les Romains qui construisirent un certain nombre de ces édifices. Le pont du Gard, par exemple, a été construit au 1er siècle et fait partie de l'aqueduc romain qui conduisait l'eau depuis Uzès jusqu'à Nîmes. Un aspect central de l'installation est d'assurer une pente ni trop douce pour que l'écoulement soit régulier, ni trop forte pour ne pas éroder les ouvrages. Pour l'aqueduc de Nîmes, la pente représente un dénivelé de 25 cm tous les kilomètres, ce qui permettait d'avoir un débit de 40 000 m3 par jour.
Du coup, sur les 50 km de trajet, il n'y a que 12 mètres de dénivelé entre le départ et l'arrivée. C'est vous dire à quel point c'est un ouvrage de précision. Sur la grande partie du tronçon, l'aqueduc est constitué de simples canaux en tranchées, et seulement à certains endroits, il a fallu creuser des tunnels ou construire des ponts, comme le magnifique pont du Gard. Sur le profil de certains aqueducs, on remarque des formes en V assez surprenantes. Ces formes, ce sont des siphons. Quand vous voulez amener l'eau d'un versant à l'autre d'une vallée, la distance à franchir est souvent beaucoup trop grande pour pouvoir construire un pont entre les deux sommets. La solution est de faire passer l'eau dans des tuyaux en s'assurant qu'aucune bulle d'air ne rentre dedans. De cette manière, la pression va augmenter au fur et à mesure que l'eau descend dans la vallée, et grâce à cette pression, l'eau va ensuite pouvoir remonter sur l'autre versant, quasiment aussi haut que le point de départ. La pression atmosphérique vaut 1 bar, et à chaque fois que vous descendez 10 mètres sous l'eau, vous ajoutez 1 bar. Donc à 10 mètres sous la surface, la pression est de 2 bars, à 20 mètres de profondeur, la pression est de 3 bars, etc. Sur le siphon de Bonan, par exemple, la hauteur est d'environ 120 mètres, ça fait donc monter la pression de l'eau à 13 bars. Les premiers cadrans solaires étaient de simples bâtons posés verticalement, on appelait ça des gnomons. Ce sont les Babyloniens qui ont inventé l'appareil et qui l'ont transmis aux Grecs. À l'époque, on divisait le cadran en 12 sections de même angle pour définir ce qu'on appelle les heures temporaires. Par définition, au moment où le soleil se levait, on disait qu'il était 6 heures, et au moment où le soleil se couchait, on disait qu'il était 18 heures. Le problème avec cette définition, c'est que l'axe de rotation de la Terre est incliné de 23 degrés par rapport au plan de l'écliptique. C'est le plan qui contient le Soleil et la trajectoire de la Terre. C'est à cause de cette inclinaison qu'on a des saisons. L'été, le Soleil est haut dans le ciel et l'hiver, il est bas, même à midi. Si on représente la sphère céleste, sur les 360 degrés de la trajectoire apparente du Soleil autour de la Terre, seule une petite portion d'arc est visible l'hiver, et donc les jours durent moins longtemps. Et l'été, une grande partie de la trajectoire est visible, les jours sont plus longs. Si vous êtes en France, au solstice d'hiver, donc le jour le plus court de l'année, il n'y a que 8 heures entre le lever et le coucher. Si on divise ça par 12, on obtient des heures temporaires qui durent 40 minutes seulement. A l'inverse, au solstice d'été, il y a 16 heures entre le lever et le coucher, et donc les heures temporaires durent 1h20. On a des heures temporaires qui durent plus ou moins longtemps suivant la saison, c'est un peu n'importe quoi. Mais il y a un moyen très simple de régler ce problème. Au lieu de mettre le bâton à la verticale, on l'aligne avec l'axe de rotation de la Terre. Ça permet à l'ombre associée à une heure donnée, par exemple 16 heures, de pointer toujours dans la même direction, peu importe le jour de l'année, été comme hiver. En France, la latitude est de 47 degrés, donc il faut orienter le bâton de 47 degrés par rapport au sol. Voilà pourquoi les cadrans en France ont un bâton incliné à 47 degrés. Plus vous vous rapprochez du pôle Nord et plus il faut mettre le bâton à la verticale, et plus vous vous rapprochez de l'équateur, et plus il faut le mettre à l'horizontale. Voici un cadran solaire à Oslo, qui est situé à 60 degrés de latitude, et voici un cadran à Singapour, qui est quasiment sur l'équateur, donc à 0 degré de latitude. En fouillant le temple de Karnak, les archéologues découvrirent une vasque très mystérieuse. Elle était recouverte d'inscriptions astronomiques, et en regardant de plus près, les archéologues s'aperçurent que la vasque était percée en sa base et que sa forme avait été élaborée de manière très précise. L'objet a été fabriqué vers 1400 avant Jésus-Christ, soit pendant le Nouvel Empire égyptien. Il porte le nom de clepsydre et permet de mesurer l'écoulement du temps. Sa forme conique
permet au niveau d'eau de descendre à rythme régulier. En effet, si on utilisait un récipient de forme cylindrique, l'eau ne pourrait pas descendre à rythme constant. Pourquoi ? Parce que, au début, la hauteur d'eau est importante, donc la pression au niveau du trou est grande. Et à cause de cette pression, on aura un fort débit d'écoulement. À la fin, au contraire, la pression est basse et le débit est plus faible. Donc comme le débit change, au début, il y a un grand volume d'eau qui s'écoule pendant chaque minute, et à la fin, pendant le même intervalle de temps, ce sera un petit volume d'eau qui va s'écouler. Et si le récipient est cylindrique, la hauteur baisse plus vite au début qu'à la fin, donc ça ne va pas. Nous, on veut que le niveau baisse de manière régulière tout le long. La solution, c'est de construire un récipient avec un profil conique. Ici, que ce soit en haut ou en bas, le liquide baisse de la même hauteur pendant chaque minute. On a toujours plus de pression au début qu'à la fin, ça ne bouge pas. Pendant une seconde, il y a donc un volume plus important qui s'écoule au début qu'à la fin. Pareil, ça ne change pas. Mais, comme le récipient est conique, en prenant une même hauteur en haut qu'en bas, le volume en haut sera automatiquement plus important qu'en bas. Donc en haut, on a un volume plus important, mais en gardant la même hauteur qu'en bas. Et c'est ça qu'on veut, on veut que la hauteur d'écoulement soit toujours la même. Avec un profil conique, la surface du liquide descend de manière régulière tout le long de la clepsydre. À force de tâtonnement, les Égyptiens ont fini par trouver la forme et l'angle qui permet cette baisse de niveau parfaitement régulière. Toujours en Égypte, on a retrouvé cette magnifique dague en fer ayant appartenu à Toutankhamon. D'autres objets, de même composition, ont été découverts jusqu'à 4000 avant Jésus-Christ, alors que l'âge du fer n'a commencé qu'en 2000 avant Jésus-Christ. Avant l'âge du fer, on ne savait pas comment chauffer les minerais d'oxyde de fer pour en extraire le précieux métal. Et donc on peut se demander, il vient d'où le fer de la dague et des objets anciens ? Il est tombé du ciel ? Eh bien oui, il est tombé du ciel. Certaines météorites contiennent jusqu'à 90% de fer, ce qui permet de fabriquer des objets facilement sans avoir besoin d'atteindre des températures trop élevées dans les forges. On pense ensuite que ce sont les Hittites qui ont été les premiers à développer un âge du fer et à fabriquer de l'acier, en utilisant cette fois-ci du fer qui vient du sol sous la forme d'oxyde, c'est-à-dire des atomes d'oxygène associés à des atomes de fer. Ils empilaient à même le sol des couches d'oxyde de fer et de charbon jusqu'à obtenir une masse pâteuse qu'on appelle la loupe et qui ensuite était forgée pour fabriquer des outils et des armes. Les Chinois améliorent le processus en fabriquant de la fonte, donc un alliage de fer et d'au moins 2% de carbone. Puis la technique s'affine encore en réalisant la fusion de fer et de fonte simultanément. On fait passer le taux de carbone en dessous des 2% et on obtient de l'acier. Et plus le taux de carbone est faible, plus l'acier sera doux et malléable, tout en restant plus solide que le fer pur. C'est le moment de parler d'Archimède, un des plus grands génies de l'Antiquité. Il a inventé l'aréomètre pour mesurer la densité des liquides, la grue bombardier, l'odomètre pour mesurer les distances, la vis d'Archimède, des catapultes, des meurtrières, et même, selon la légende, des mains géantes en métal pour couler les bateaux ennemis et des miroirs pour brûler les voiles. Il s'est également servi de poulies pour fabriquer des palans qui permettent de démultiplier la force de l'utilisateur. Une poulie, ça permet de changer l'axe sur lequel il faut exercer une force pour déplacer une charge. Ici, vous voyez que l'utilisateur peut utiliser son propre poids pour soulever des objets. Imaginez maintenant qu'on enroule la corde autour d'une deuxième poulie et qu'on accroche son extrémité au plafond. Quand je tire la corde, le poids se soulève
Or, si je marque les positions de départ de la corde et du poids, je vois que si je tire la corde d'1 mètre, le poids ne monte que de 50 cm. Et ça, c'est très utile parce qu'il y a une formule en physique qui dit que l'énergie, c'est la force fois le déplacement. L'énergie que je mets à tirer la corde est intégralement transmise au poids qui se soulève, donc l'énergie est conservée de part et d'autre, et donc le produit force fois déplacement est conservé également. C'est le même de mon côté quand je tire la corde et du côté du poids. Or, du côté du poids, le déplacement est 2 fois plus petit, donc la force est automatiquement 2 fois plus grande pour conserver le produit. Si un des deux facteurs diminue, l'autre doit compenser en augmentant pour que le produit reste constant. Donc la force que je déploie en entrée est doublée en sortie. Et si on enroule la corde encore plus, on peut multiplier la force par 4, par 8, etc. C'est juste qu'il va falloir tirer la corde sur une longueur 4 fois plus grande ou 8 fois plus grande pour compenser. Catapulte! Les plus anciennes catapultes ont été retrouvées chez les Perses et sont datées du 6e siècle avant Jésus-Christ. 2 siècles plus tard, on les retrouve chez les Chinois, chez les Grecs, puis chez les Romains. Les premières catapultes fonctionnent à la manière des arcs. Une corde est tendue puis relâchée brutalement. D'ailleurs, ce sont souvent des lances qui sont utilisées comme projectiles. On peut également éjecter des pierres ou des objets enflammés. Plus tard, l'engin se perfectionne. On tord des cordes avec des roues à dents pour accumuler une grande force de rappel. Et on ajoute des ressorts en bois entourés de cordes pour augmenter la vitesse de lancement. Le fait que la pierre de magnétite attire le fer est connu des Chinois depuis le 4e siècle avant Jésus-Christ. Le premier ouvrage évoquant l'attraction d'une aiguille par un aimant date de 70 après Jésus-Christ. Aujourd'hui, on pense que l'objet n'était pas utilisé pour naviguer, mais pour harmoniser l'énergie de l'environnement selon les principes du Feng Shui. On se servira du magnétisme terrestre pour s'orienter seulement 1000 ans plus tard. On construit des boussoles avec un aimant qui s'aligne en permanence avec le champ magnétique terrestre et qui pointe donc vers le nord magnétique. À côté de ça, sans même utiliser le champ magnétique, les Chinois fabriquent une machine très utile pour s'orienter, un chariot qui pointe en permanence vers le sud. Grâce à un mécanisme assez complexe qui ressemble au différentiel dans les voitures modernes, la figurine au sommet pointe toujours dans la même direction, peu importe les virages effectués par le chariot. Vers 150 avant Jésus-Christ, la bibliothèque de Pergame en Turquie commence à faire de l'ombre à celle d'Alexandrie en Égypte. Les Égyptiens décident alors de leur couper l'approvisionnement en papyrus. À Pergame, il faut à tout prix trouver une solution et un nouveau support d'écriture est inventé, le parchemin. On prend des peaux de mouton, on les nettoie, on les étire pour fabriquer des feuilles de parchemin qu'on peut même coudre ensemble pour obtenir des livres. Ces livres sont d'ailleurs beaucoup plus faciles à manipuler que les rouleaux de papyrus. Ça restait quand même un moyen assez coûteux de copier des documents. Une Bible complète, par exemple, ça demandait 650 peaux de mouton. Il y a 100 000 ans, nos ancêtres utilisaient déjà de l'obsidienne pour fabriquer des pointes de flèches. Les vers artificiels les plus anciens ont été retrouvés en Mésopotamie, en Syrie et en Égypte. Ils étaient fabriqués en faisant fondre de la silice, SiO2, un atome de silicium et 2 atomes d'oxygène. À l'époque, les vers sont encore assez opaques, avec une couleur bleu-verte à cause des impuretés, et ils sont utilisés pour fabriquer des bijoux. C'est en Grèce, au IVe siècle avant Jésus-Christ, que du dioxyde de manganèse, MnO2,
est utilisé pour enlever les impuretés et rendre le verre transparent. Il fallait trouver exactement la bonne quantité à ajouter, parce que si on en mettait trop, le verre devenait violet. La technique du verre soufflé a été inventée au Proche-Orient. Le souffleur cueille une masse de verre en fusion et injecte de l'air à l'intérieur avec sa canne, ce qui lui permet de rester loin de la chaleur. Toutes ces inventions ont changé notre destin à jamais en lançant l'humanité sur la voie d'un progrès irrégulier mais ininterrompu. C'est par les inventions que la civilisation s'est développée, ce sont elles qui ont façonné le monde moderne et qui traceront peut-être notre chemin vers les étoiles. Merci d'avoir suivi cette vidéo hors série, je parlerai sûrement des inventions du Moyen-Âge dans un prochain épisode. Encore merci à CyberGhost VPN pour le sponsor. Si vous voulez protéger vos données, déverrouiller du contenu exclusif et voyager moins cher, vous pouvez essayer CyberGhost sans engagement grâce à la garantie satisfait ou remboursé de 45 jours. Je vous ai donc mis le lien en haut de la description si vous voulez tester. Merci aux tipeurs, n'hésitez pas si vous voulez à compléter la liste d'inventions que j'ai donnée dans les commentaires. Portez-vous bien et à bientôt sur Livre et Science.